French Boss, le podcast des entrepreneurs voyageurs. Éric Gendry. Salut à tous, pour vous qui nous suivez parfois depuis de très longues années, eh bien ce jour c'est un peu le jour du changement dans la continuité avec un nouveau French Boss. Alors pas du tout sur le fond, French Boss reste le même, une rencontre bimensuelle avec des entrepreneurs voyageurs, ces Français qui en fait un jour ont quitté la France pour aller à l'étranger et pour y créer leur entreprise, donc aucun changement sur le fond. En revanche, les changements sur la forme, eh bien, vous les avez sous les yeux. Le podcast audio reste en place, mais French Boss, dorénavant, sera avant tout une émission de télévision diffusée sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube, une interview réalisée à distance avec les moyens techniques modernes, et ça reste un bimensuel qu'on vous invitera donc à découvrir aussi sur le site de French Morning. Voilà, vous savez tout. On peut démarrer avec ce nouveau French Boss et dans quelques secondes, on va attaquer. Et pour ce premier numéro New Look, eh bien, on va se rendre au cœur de la ville qui se trouve derrière moi, au cœur de Manhattan, à New York. À tout de suite. Bonjour François Huret. Bonjour. Vous êtes donc, François, je le disais il y a quelques secondes, vous êtes le premier invité de ce French Boss New Look, puisqu'auparavant c'était un podcast audio et qu'aujourd'hui c'est devenu, en plus d'un podcast audio, une véritable émission de télévision à distance. Mais j'aimerais toujours, et je le ferai à chaque fois, commencer cette émission par une question. Je vous ai demandé de m'envoyer une photo de la ville dans laquelle vous viviez. C'est derrière moi, c'est la ville de New York. Je voudrais savoir ce qu'a représenté cette ville de New York dans votre carrière professionnelle. Ah bah beaucoup, parce que c'est la ville où j'ai vraiment fait la plupart de ma carrière. Ça fait maintenant 14 ans que je suis à New York, et donc c'est une partie importante de ce que je fais. New York, c'est quand même l'avantage de pouvoir c'est un centre financier très important, donc dans ce que je fais, qui sont les fusions-acquisitions, c'est une plaque assez importante, une plaque tournante assez importante dans mon métier. Et puis ça nous permet de couvrir, on va dire, tous les États-Unis et puis toute l'Europe, d'être peut-être pas très loin de beaucoup de choses. Et puis c'est une ville fantastique où on peut faire beaucoup de choses. Où il y a une activité, une dynamique forte, on va dire. Donc voilà, c'est une ville où je suis arrivé, où j'ai jamais voulu repartir de cette ville vraiment, sachant qu'aussi avec les avions, etc., on peut aller à plein d'autres endroits assez rapidement. Donc voilà. Bon, alors François, vous avez parlé de fusion, acquisition, vous avez parlé de ce qui constitue, vous avez esquissé un petit peu tout ce qui constitue votre quotidien aujourd'hui. On va véritablement rentrer dans l'histoire de François Huret, si tant est que vous soyez encore. Quel âge avez-vous d'ailleurs à propos ? J'ai 35 ans. 35 ans. Donc on va donc rentrer maintenant dans l'histoire de François Huret. Et cette histoire, il y a quelque chose qui me frappe dedans, dans votre CV, c'est que vous n'avez jamais fait d'études en France, véritablement. Vous êtes pourtant français. Et toutes vos études, vous les avez faites aux États-Unis. Est-ce que déjà là, il y avait, je dirais, le ver dans le fruit, même si l'expression n'est pas forcément appropriée? Oui, un petit peu, parce que en fait, je suis lyonnais d'origine. J'étais dans une école multilingue étant jeune, donc j'ai commencé à apprendre l'anglais quand j'avais 6 ans, etc. Et puis j'ai appris plein d'autres langues. J'ai appris le japonais, l'espagnol, l'allemand. Donc j'avais déjà pas mal de langues. Et j'ai toujours eu un intérêt assez pointu pour tout ce qui était finance, comptabilité, etc. Et voilà, dans un monde global, c'est sûr que très vite, ça m'a poussé à me dire que peut-être faire des études aussi en dehors de la France pouvait avoir du sens.
Donc voilà, j'ai fait mon baccalauréat en France. J'ai fait les classes préparatoires HEC, j'étais à IPSUP, mais Mais vous n'avez pas fait HEC derrière. j'ai pas Vous fait n'avez pas HEC fait une derrière. école de commerce derrière. J'avais le concours, etc. Mais je me suis vite dit, j'ai eu l'opportunité, j'ai fait des applications pour des écoles internationales qui m'ont accepté. Et puis c'est ça qui m'a amené aux États-Unis, parce qu'en fait je suis allé à Wharton et aussi à l'université de Warwick en Angleterre, qui a le meilleur programme de comptabilité finance en Angleterre. Et donc ça m'a tout de suite emmené à l'international, en commençant par l'Angleterre et puis ensuite les États-Unis. Donc je suis allé à Philadelphie, et puis dans ce cadre-là, j'ai fait un internship à New York. C'est ça qui m'a amené à New York dans ce que je fais aujourd'hui. Et c'est ça ça m'a beaucoup plu. Et puis j'ai décidé de faire ça à plein temps. Et donc voilà, ça m'a permis de m'établir dans ce secteur. Alors François, vous savez que dans French Boss, on s'intéresse à des Français, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui ont créé leur entreprise à l'étranger. Alors j'aimerais que vous me racontiez déjà la période qui a été comprise entre la fin de vos études aux États-Unis et la création de votre entreprise aux États-Unis également. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là et comment a mûri le germe de l'entrepreneur dans la tête du jeune François Huré qu'il était à l'époque? En fait, durant mes études, j'ai fait un stage en entreprise, en fusion-acquisition, pendant une période qui devait être de 10 semaines, qui a été rallongée jusqu'à, je crois, 14 semaines, quelque chose comme ça, où j'ai fait pas mal de belles choses, où d'ailleurs j'ai rencontré mon business partner. Donc ça m'avait beaucoup plu. Je suis revenu à plein temps derrière, une fois que j'ai fini ma dernière année d'études. Et pendant une période d'une dizaine d'années à peu près, un petit peu moins, je crois 8-9 ans, je suis resté dans la même entreprise. On a continué à faire pas mal de transactions et donc voilà, j'ai gravi les échelons jusqu'à voilà, devenir vice-président là où j'étais. Et puis on est arrivé à un moment où voilà, c'était il y a 5 ans. On avait, voilà, étant jeune, dynamique, connaissant bien les ficelles du métier, etc. On s'est dit que de démarrer notre propre banque d'affaires, donc mon partenaire et moi, ça avait beaucoup de sens. Il a un background assez similaire au mien. En fait, il est italien et il est venu aux États-Unis pour aller à Harvard. Et donc voilà, on s'est retrouvé un peu avec un historique similaire. Et puis donc on a démarré CAPEM. C'était en mai 2015. Tous les deux, et puis on a bien grandi depuis et on a continué à faire ce qu'on faisait ensemble déjà avant, donc c'était pas vraiment un risque, c'était une continuation, on va dire, de ce que nous faisions déjà précédemment. 5 ans, donc 2015, la création de CAPEM, c'est déjà ancien tout en étant encore récent. Quel souvenir vous gardez de cette phase de construction de votre société, cette phase de création de votre société? Parce que on peut se préparer à créer sa société, et ça c'est ce qu'on entend dire très souvent par les French Boss comme vous, on se prépare à créer sa société, mais le jour où on est au pied du mur, on s'aperçoit qu'il y a tout plein de choses auxquelles on n'avait pas pensé. Quel est le souvenir, vous François, que vous gardez de la création de CAPEM en 2015, il y a 5 ans? C'est un bon souvenir, ça a été quelque chose de fantastique. On a fait beaucoup de choses en assez peu de temps. On a eu beaucoup de nos clients qui nous ont vraiment soutenus, qui nous ont suivis. On a aussi eu des gens qu'on connaissait, qu'on comptait pas forcément récupérer comme clients, qui ont voulu travailler avec nous parce qu'ils nous connaissaient depuis longtemps. Donc ça a été une expérience vraiment positive. C'est des très bons souvenirs. Ça a été assez vite, c'est-à-dire que même si on a démarré à 2, on s'est retrouvé avec une équipe de
de 5-6 personnes sous 3-4 mois dès qu'on a démarré, parce qu'on avait déjà tout un pipeline de choses sur lesquelles on travaillait. Et on a tout de suite fait pas mal de transactions, et puis on s'est vraiment mis en route assez rapidement, puisqu'on s'est installé dans nos bureaux actuels en assez peu de temps. En l'espace de 6 mois, on s'est bien établi. On a continué à recruter et puis on a bien grandi. Donc voilà, c'était pas forcément une période stressante. Je pensais que ça allait être plus stressant que ça, mais en fait, vu que c'était déjà ce qu'on faisait, voilà, on a mis en place les processus, ce qu'il fallait faire pour être bien équipé. On a fait les investissements qu'il fallait faire, mais ça a été tout de suite sur la bonne voie, on va dire. Et moi, je suis surpris de vous entendre me raconter que finalement, il n'y a pas eu le moindre imprévu au moment de la création de cette entreprise. Vous étiez tout jeune, vous aviez effectivement beaucoup réfléchi à la manière dont vous alliez faire, mais quand même, il n'y a pas eu le moindre. Si je vous pose cette question, François, c'est parce que il y a des jeunes, plus jeunes que vous, qui se posent la question de savoir s'ils ne vont pas partir pour créer leur entreprise à l'étranger. Et donc, les mettre en garde contre les trucs qui pourraient intervenir dans la phase de création et auxquels on n'aurait pas forcément pensé avant, c'est peut-être pas inutile. Vous n'arrivez pas à trouver un imprévu? Oui, il y a toujours des imprévus ou des choses où on pense que ça va se passer de telle façon, que ce soit sur des transactions ou sur des choses qu'on veut faire. Donc c'est sûr que voilà, il y a eu certaines situations ou des opportunités où certainement on aurait pu faire plus, mieux, différemment, mais au final, et puis il y a aussi des infrastructures auxquelles voilà, qu'il faut mettre en place, on s'attend pas toujours à rentrer dans tous ces détails, mais il faut le faire quand on est entrepreneur, c'est-à-dire que voilà, quand on doit mettre en place les systèmes informatiques ou des choses comme ça, voilà, il y a des choses des fois qu'on prend un peu pour acquis parce qu'on a l'habitude de juste travailler comme ça, et puis ça demande quand même pas mal de travail. Mais au final, ce qui compte beaucoup, c'est de s'entourer des bonnes personnes, d'avoir une bonne équipe qui travaille bien, en qui on a confiance. Et voilà, on a eu la chance de notre côté d'activer nos réseaux, de trouver des bonnes personnes. Et quand on le fait en équipe, c'est quand même beaucoup moins stressant que quand on est tout seul. Donc, je pense un des conseils, c'est si on se lance dans une aventure comme ça, de trouver quand même des groupes enfin, des personnes avec qui on peut faire les choses. C'est sûr que ça aurait été pas la même expérience si j'avais été faire ça tout seul dans mon coin et voilà. Donc le fait que mon partenaire soit là, qu'on ait pu récupérer des gens qu'on connaissait d'autres situations. Par exemple, on a un vice-président qui est avec nous, qui travaille avec moi pendant plusieurs années, qui allait faire d'autres choses. Et que quand il a entendu qu'on démarrait notre propre groupe, a décidé de nous rejoindre. On en a un autre pareil qui nous a rejoint aussi dans ce contexte. Donc on a eu la chance d'avoir des personnes qu'on connaissait bien, qui nous ont aidés aussi et qui nous ont rejoints rapidement, et ça aide beaucoup. Donc je pense que ça fait partie de gérer les imprévus de cette façon-là. Et essayez de vous rappeler, donc, de revenir 5 ans en arrière, François. À quel moment on se dit, je sais que ça va marcher? Parce que forcément, il y a forcément une phase importante d'inquiétude au moment où on se lance dans la création de l'entreprise. Au bout de combien de temps vous vous êtes dit, c'est gagné, même si ça l'est jamais? On l'a vu avec le coronavirus, tout peut changer très vite dans ce monde, mais sans parler des aléas extérieurs, à quel moment vous vous êtes dit, en 2015 ou plus tard, vous vous êtes dit, c'est bon, là on est vraiment dans la bonne voie? Début septembre 2015, une fois l'été passé, etc., où on a quand même pu voir l'attraction qu'on avait au niveau commercial, le fait que nos clients venaient avec nous ont fait confiance. On a signé un nombre de lettres d'engagement assez impressionnant assez rapidement. Donc l'inconnu, c'est de savoir est-ce que quand vous créez quelque chose,
est-ce que les gens vont vous faire confiance? Est-ce qu'ils vont vous suivre? Est-ce que ce que vous proposez va continuer à les intéresser? Et donc, on a eu la chance de le savoir assez rapidement parce que les gens nous ont tout de suite dit oui, allons-y, faisons les choses. Et donc, voilà, le temps de mettre un peu les choses en place. On va dire que voilà, autour de Labor Day, qui est au début septembre, une fois l'été passé, on avait des choses bien en place et là on se dit ok, on est en bonne voie. Mais vous êtes très privilégié, vous vous rendez compte de ça, François, par rapport à tous ceux avec lesquels on a l'habitude de s'entretenir. Vous êtes vraiment un privilégié. Vous n'avez jamais eu véritablement d'inquiétude, ou si ce n'est quelques mois. Oui, c'est sûr que on est dans un secteur d'activité qui est très, c'est du capital humain, c'est-à-dire que on conseille les entreprises en fusion-acquisition, donc c'est dans des transactions qui sont assez importantes. Il y a une partie humaine assez importante, d'avoir confiance en votre banquier d'affaires, c'est quand même très important. Et donc voilà, on a eu, en gros, quand on a un carnet d'adresses, c'est ça qu'on emmène, et puis c'est nos compétences techniques qui viennent avec. Et donc, voilà, on a eu la chance que ce bagage, on l'avait puisqu'il est en nous. Et donc, on a pu l'emmener avec nous et donc démarrer avec cet avantage. C'est sûr que pour d'autres entreprises, c'est pas la même chose nous on fait du service, mais pour d'autres entreprises qui font des produits, qui ont des solutions à développer, ça prend du temps. Nous, l'avantage dans notre secteur, c'est que voilà, vous avez les connaissances ou vous les avez pas, vous avez les contacts ou vous les avez pas. Donc c'est sûr que ça nous a aidés et ça c'est une grosse différence. Est-ce que le fait de s'associer pour créer une boîte avec quelqu'un qui n'est pas de la même nationalité que vous, c'est une force ou est-ce que ça peut devenir une faiblesse? C'est plutôt une force parce que ça nous permet d'avoir des perspectives différentes. Une chose qu'on dit chez nous, c'est que si tout le monde est d'accord, ça veut dire que quelqu'un ne réfléchit pas. Donc voilà, dans notre métier, il faut vraiment penser aux différents scénarios, qu'est-ce qui peut se passer, échanger des idées, avoir différentes opinions sur les choses, et donc avoir différentes perspectives, c'est plutôt un avantage. Et puis donc c'était plutôt bien, mais on vient quand même tous les deux de pays latins. On a une histoire un peu similaire. Donc on a quand même plus de similitudes que ce qu'on peut penser. On a tous les deux un attrait pour les États-Unis, mais aussi on fait beaucoup de travail transfrontalier. Donc on est plus similaire que ce qu'on pourrait le penser. François, on n'est pas encore sorti, et on ne sait pas d'ailleurs quand on en sortira de cette crise de la pandémie de coronavirus. On parlera après de la santé financière de votre société. Mais auparavant, je voudrais savoir comment vous avez traversé ces mois qui viennent de s'écouler et qui malheureusement continuent de s'écouler dans un climat très, très difficile pour les affaires. Comment vous avez traversé ça, vous? Il a fallu qu'on s'adapte. Déjà, en mars, il a fallu qu'on travaille tous à distance et qu'on travaille de chez nous. Donc ça a été un petit changement, mais pas énorme, puisque vu qu'on voyageait beaucoup, on était déjà équipés un peu pour faire les choses à distance, etc. On a tous des ordinateurs portables. Enfin, on a l'habitude de travailler à distance. Donc de ce point de vue-là, on s'est bien adapté. C'est sûr que dans notre métier, normalement, voyager, c'est quand même assez important, d'aller voir les entreprises, de passer du temps en personne avec les gens. Donc, il a fallu mettre un stop à ça. Mais ça n'empêche pas que les transactions sur lesquelles on travaillait, on continue d'avancer parce qu'on peut, au jour d'aujourd'hui, avec les partages d'écran, les choses comme ça, on peut quand même bien avancer. Et puis après, ça dépend des secteurs dans lesquels on travaille. On a certains secteurs, on travaille dans le secteur de la santé, par exemple. C'est sûr que les choses, on continue de bien avancer. Elles s'accélèrent même. On fait aussi pas mal de travail dans tout ce qui est technologie, software, où
où clairement ça s'accélère aussi. Après, on fait aussi du travail dans tout ce qui est retail, consumer, ou bon voilà, et c'est sûr qu'avec les boutiques qui sont fermées, etc., il y a certaines choses qui sont plutôt sur pause. Donc ça dépend un peu des secteurs et des situations, mais de façon générale, on s'est retrouvé même avec plus de travail qu'avant, parce que quand il y a une crise, ça nous mène il faut repenser les choses, il faut réanalyser les choses. Il y a souvent du mouvement dans les transactions, et donc ça a été une période assez chargée pour nous au niveau travail. Et puis une période aussi où des nouvelles opportunités se sont présentées. Donc on s'adapte. On fait aussi du conseil qui est pas toujours dans un sens ou dans l'autre. Donc quand on conseille les entreprises, c'est pas simplement pour les aider à vendre quelque chose, ou à se vendre, ou acheter une autre entreprise, mais on fait aussi des levées de fonds. On fait aussi de la restructuration d'entreprise. Donc là, il va y avoir une vague qui va arriver de restructuration où certains bilans vont avoir trop de dettes. Donc ça va aussi être une opportunité pour nous. Donc on a l'avantage à notre taille de pouvoir s'adapter, d'être flexible, et puis d'aller là où les opportunités sont. Donc si on doit restructurer le capital d'entreprise plus que de faire d'autres choses, et ben c'est là vers où on se dirige. Voilà. 2015-2020, donc 5 ans de vie maintenant pour CAPEM. Après presque 23 minutes de conversation, c'est le moment de dire avec des chiffres ce que représente CAPEM aujourd'hui. C'est pas forcément ce que nos interlocuteurs préfèrent évoquer, mais néanmoins c'est quelque chose d'indispensable pour situer un petit peu le niveau de votre entreprise aujourd'hui, François. Oui, en fait, CAPEM, pour vous donner quelques chiffres, c'est à peu près, on est une quinzaine de collaborateurs. On fait, on transacte en valeur totale d'entreprise, on va dire par an, entre 2 et 3 milliards de dollars par an de valeur d'entreprise. Donc ça peut être une série de plus petites entreprises. C'est aussi certains gros deals qui peuvent se faire, qui peuvent faire 1 milliard, 2 milliards, etc. Donc ça dépend un petit peu. Mais en moyenne, on va dire que c'est à peu près entre 2 et 3 milliards de dollars de valeur transactée par an. Et puis c'est une douzaine de transactions par an en fonction des années. Donc voilà, pour donner un peu de chiffres. Et puis on est en croissance assez régulière, mais on le fait. On veut pas croître juste pour croître. On le fait quand on continue à récupérer des clients, et puis avec plus de clients vient plus de personnel pour aider à conseiller les clients sur leurs besoins. Donc voilà. Dans les différentes activités exercées par votre société CAPEM aujourd'hui, quelle est celle que vous, François Huret, vous préférez traiter au quotidien? Quel est ce qui vous intéresse le plus dans le quotidien de votre société? Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de faire des transactions, c'est-à-dire qu'on aurait vous personnellement, oui, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est de conseiller les entreprises, d'être au milieu des deals, etc., et de faire de vraiment passer du temps à conseiller nos clients. Voilà, il y a certaines parties qui sont liées aussi à gérer l'entreprise, mais ce qui me plaît le plus, c'est de passer du temps avec les clients, de les conseiller, de les aider à trouver les meilleures solutions possibles, et puis voilà, de trouver aussi de nouveaux clients, etc. Et au niveau des secteurs, moi j'aime bien tout ce qui est santé, software, assurance, online, un peu tout ce qui est des secteurs de croissance en général, parce que voilà, il y a d'autres secteurs qui sont plus historiques, on va dire, mais qui sont plus
basées sur la dette, etc. Ça, c'est un peu moins ma préférence. Je préfère les entreprises qui ont très peu de dettes, mais qui sont en croissance, et qui sont dans des secteurs porteurs. Et puis aussi dans des entreprises qui sont dans des secteurs vraiment mondiaux, où voilà, il y a tout un groupe d'acteurs qui sont à travers le monde, où on peut appeler et parler avec des gens dans plein de pays, etc. Ça, c'est aussi assez sympa d'apprendre à connaître des groupes à travers le monde. Est-ce que vous aviez un modèle d'entrepreneur? Un modèle d'entrepreneur, pas vraiment. Il y a certains, on a un modèle plutôt au niveau de notre culture. Donc c'est plus à ce niveau-là. Je pense qu'on s'est vraiment basé sur des choses qui sont importantes pour nous. Et c'est une structure de la transparence. On n'aime pas beaucoup. Dans les banques d'affaires, il y a beaucoup de politique, beaucoup de conversations privées derrière des portes, etc. Ça nous intéresse pas vraiment. Il y a beaucoup de donc ça c'est plutôt ça notre modèle, c'est de dire voilà, on est là pour faire les choses, on est là pour apprendre. Si on fait des erreurs, on en parle. On n'est pas là pour essayer de paraître comme étant parfait. C'est pas du tout le but. Et on a un système de continuous feedback où, en gros, de façon assez continue, on se donne des revues les uns les autres, hein. Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, comment on peut faire. On passe beaucoup de temps sur ces choses-là. Pareil avec nos employés, on a une matrice qu'on utilise qui est comme une toile d'araignée en fait, avec 5 critères qui sont importants, et puis le but c'est d'avoir la toile d'araignée la plus large possible. Ça veut dire que vous êtes bon dans ce que vous faites. Et donc on a passé beaucoup de temps plutôt là-dessus, sur le développement des gens, parce que dans notre métier, c'est beaucoup de voilà, il faut des gens qui savent ce qu'ils font, qui se développent, et où on doit passer beaucoup de temps aussi à sûr que les gens apprennent et internalisent des concepts pour qu'ils deviennent de bons conseillers en fusion-acquisition. Donc c'est plutôt cet aspect-là qui nous a servi de modèle. On a pris on s'est inspiré, on va dire, de choses qui sont faites dans d'autres groupes à ce niveau-là. Et puis, on a l'avantage, vu qu'on travaille avec beaucoup d'entreprises et beaucoup de nos clients, c'est-à-dire que quand on fait des fusions-acquisitions, on ne regarde pas seulement l'aspect financier, mais on regarde l'aspect légal, l'aspect ressources humaines, l'aspect IT, tous les aspects d'une entreprise. Et donc, on a pu voir aussi quelles choses nos clients font bien, et on a pu s'inspirer de ça aussi. Donc voilà. Il y a quelque chose qui me frappe, François. Je vous pose des questions à vous personnellement, François Huret, et vous me répondez toujours avec des nous, des on. Bref, vous me répondez à titre collectif. Et finalement, quand on regarde votre CV, c'est pas du tout incompatible avec le fait que vous êtes aujourd'hui membre de la Chambre de commerce franco-américaine, ce qui veut dire qu'il y a une notion de collectif chez vous qui est à mon avis importante. Vous allez me dire si je me trompe ou pas, parce que être membre de la Chambre franco-américaine, ça veut dire qu'on œuvre avant tout pour développer de manière globale le business franco-français aux États-Unis, non? Est-ce que je me trompe? Oui, non, c'est tout à fait vrai. Oui ou non? Absolument, oui. Je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas du tout. Donc, non, c'est tout à fait le cas. Déjà, on utilise quand je dis on, c'est parce que tout ce qu'on fait, c'est un travail d'équipe. C'est pas une personne qui va conseiller une entreprise de grande taille. C'est de notre côté, c'est quand on travaille sur un dossier, on est 5-6 personnes. Et on travaille vraiment en équipe pour faire les choses. Donc il y a vraiment une notion de collectif où on est tous ensemble et on fait les choses vraiment en groupe. Et puis voilà, le succès dans une transaction, c'est un succès collectif. C'est le succès de
de nos clients ensemble. Ça demande l'implication de beaucoup de monde. Et voilà, l'histoire de toute entreprise, c'est toujours une histoire de personnes ensemble qui font les choses. C'est jamais une personne toute seule qui va construire le succès. Donc voilà. Et puis au niveau de la Chambre franco-américaine de commerce, c'est la même chose. C'est-à-dire que le but, c'est de vraiment d'aider les gens à se rencontrer déjà, d'aider à ce que les entreprises puissent se développer des deux côtés de l'Atlantique, et puis d'être là quand il y a des questions. Il y a pas mal d'événements qui sont organisés sur différents thèmes, et ça va de thèmes qui vont de l'immigration au luxe, ou des choses comme ça. Donc c'est assez varié, on va dire. Mais ça permet de créer des réseaux. Et puis, il y a tout un réseau de chambres franco-américaines de commerce. Il n'y a pas ça que celle de New York. Moi, je suis celle de New York, mais il y en a dans plein de villes. Donc ça s'étend à travers les États-Unis. Donc c'est assez sympa. François, ça va être ma dernière question. Ça fait une demi-heure à peu près qu'on s'entretient tous les deux. Vous rêviez de faire de la finance, vous en faites. Vous rêviez de travailler aux États-Unis, vous le faites. Selon vous, est-ce que si vous aviez créé cette société dans votre pays de naissance, la France, elle aurait eu un succès, on va employer le mot succès, est-ce qu'elle aurait eu un succès aussi rapide que celui qu'elle a actuellement? Je pense pas, pour plusieurs raisons. Ouais. Parce que bon, il y a bien sûr des banques d'affaires à Paris, etc. Mais il n'y a pas cet aspect global qu'on a à Londres ou à New York. Donc, c'est souvent les dossiers qui sont traités à partir de Paris par d'autres banques sont des dossiers des fois un peu plus régionaux, ou des dossiers où ouais, il y a des acheteurs internationaux, mais c'est pas la même chose. Donc, même au jour d'aujourd'hui, quand on réfléchit à notre expansion, là, on est en train d'ouvrir un bureau à Salt Lake City pour s'étendre sur la côte ouest. Quand on regarde, en fait, on préfère ne pas avoir de bureau en Europe, parce que déjà, on couvre l'Europe très bien de là où on est. On a des clients en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Grèce, enfin bon, à droite à gauche. Et on arrive à très bien les couvrir depuis New York, parce qu'en fait, voilà, en avion, on peut y être assez rapidement, et puis j'y suis assez régulièrement, là moins avec le Covid, mais habituellement, oui. Mais ce que nos clients viennent chercher, c'est vraiment l'habilité d'avoir un accès et une vue globale, mondiale, des cibles ou des acheteurs potentiels pour leur entreprise. Et donc, depuis New York, on peut le faire plus facilement que depuis l'Europe. C'est ce dont on s'est rendu compte. Et donc voilà, ce qu'on offre, nous, c'est une perspective mondiale. Et le faire depuis New York, ça amène une perspective différente. Il y a quand même un network aux États-Unis aussi d'investisseurs potentiels, de choses comme ça, qui est beaucoup plus large. Et donc, je pense pas qu'on aurait eu le même succès si on l'avait ouvert à Paris ou à Milan ou ailleurs. On préfère être à New York parce que ça nous différencie. Donc, Voilà une belle chute et une belle incitation, en tout cas pour tous les jeunes qui se posent la question de savoir s'ils doivent aller créer leur entreprise à l'étranger. C'est une bien belle incitation que vous venez de leur donner, François. Merci d'avoir été avec nous dans French Boss aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez également suivre cette interview en podcast audio sur le site de iTunes. François, merci d'avoir été avec nous, et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Ça part pas mal. C'est ce qu'on merci beaucoup, Eric, et merci d'avoir pris le temps de parler avec moi aujourd'hui. À bientôt, merci et salut à tous.